En l'espace de 3 jours seulement, une succession improbable d'événements extrêmes a stupéfié les scientifiques et les astronomes. Durant ce court laps de temps, 2 étoiles ont explosé suffisamment brillantes pour être observées sans télescope. Le Venezuela a été secoué par 2 séismes de magnitude 6, et le Soleil a déclenché une éjection de masse coronale qui a directement impacté la rare comète interstellaire 3I Atlas. Les chercheurs ont baptisé cette période « accumulation de 72 heures », car la probabilité que de tels événements rares coïncident est inférieure à 1 sur 1000. En général, une nova visible à l'œil nu n'apparaît qu'une fois par an au maximum, et pourtant, 2 sont apparus en moins de 48 heures. Durant cette même période, le Venezuela, qui ne connaît généralement des tremblements de cette ampleur que tous les 2 ou 3 ans, a subi 2 tremblements majeurs en quelques heures. Et, cerise sur le gâteau, une comète interstellaire a été percutée de plein fouet par une éjection de masse coronale, EMC, un phénomène quasiment impossible à reproduire. Statistiquement, ces événements s'inscrivent dans ce qu'on appelle un amas de poissons, des coïncidences extrêmement rares qui semblent avoir une logique. Il en résulte un alignement si improbable que même les experts le qualifient de empilement d'événements, une aberration défiant tout calcul et donnant l'impression que l'univers, pendant quelques jours, a ignoré ses propres règles. À 2h12 UTC, le 23 septembre, la première nova, V1935 Centauri, devient détectable. Des télescopes de suivi au Chili et en Afrique du Sud capturent l'explosion en quelques minutes, avec des alertes automatiques et une confirmation publique en moins d'1 heure. Il fait encore nuit noire à Centauri, heure locale. Mais la nouvelle se propage déjà sur les réseaux internationaux à l'aube en Europe. Avance rapide jusqu'à la fin de soirée du 24 septembre, à 22h21 UTC précise. Les sismographes des Caraïbes enregistrent une rupture brutale et peu profonde. Un séisme de magnitude 6,2 près de Menegrande, au Venezuela. L'épicentre se trouve à 7,8 km de profondeur. Il est 18h21 heure locale, alors que les habitants terminent leur dîner. Quelques minutes plus tard, les premiers rapports apparaissent sur les chaînes de l'agence sismologique vénézuélienne, et l'USGS et l'EMSC signalent l'événement dans leurs catalogues mondiaux. Moins de 6 heures plus tard, à 3h51 UTC le 25 septembre, le sol tremble à nouveau. Cette fois, il s'agit d'un séisme de magnitude 6,3, légèrement plus profond, à 14 km. La même région est à nouveau secouée. Des répliques, dont une d'une magnitude d'environ 5,8, se propagent dans la zone dans l'heure qui suit. Les dossiers hospitaliers et les messages WhatsApp témoignent du chaos en temps réel, tandis que les équipes médicales se précipitent pour soigner les blessés. Seulement 14 minutes après le deuxième séisme, à 4h05 UTC, une autre alerte astronomique est déclenchée. V7914 Sagittari entre en éruption et devient visible, atteignant une magnitude de 6,2. Des systèmes automatiques diffusent la découverte sur les chaînes publiques, et des capteurs multispectraux capturent les signatures gamma et X. Les astronomes amateurs commencent à échanger des informations avec les professionnels. Pendant ce temps, en arrière-plan, le Soleil approche d'un point critique. Tout au long de la journée du 25 septembre, une éjection de masse coronale déclenchée la veille balaie le système solaire interne. Les modèles prévoient son arrivée sur la trajectoire de 3I Atlas dans un délai de 8 heures. Les estimations se concentrent sur midi UTC, mais le chevauchement exact dépend des dernières éphémérides et de la vitesse du vent solaire. Les alertes du Centre de prévision météorologique spatiale sont émises dans quelques minutes, tandis que scientifiques et observateurs surveillent la progression du front de plasma. Chaque heure est calée sur le temps universel, mais chaque événement laisse sa propre empreinte locale. Des télescopes au Chili sous le froid matinal, des hôpitaux vénézuéliens privés d'électricité la nuit, et des physiciens solaires observant les données mises à jour en temps réel. L'accumulation d'événements, minute par minute, forme une chronologie aussi dense que n'importe quelle autre de mémoire récente. Chacun marque une étape sur la carte d'une fenêtre extraordinaire de 72 heures. Une nova est bien plus qu'un éclaircissement soudain. C'est l'éruption d'une naine blanche, une étoile morte qui vole l'hydrogène de sa compagne, jusqu'à ce que la pression déclenche une fusion incontrôlable. En quelques heures, la luminosité du système peut être multipliée par 100 000, dépassant la luminosité d'1 milliard de soleils. C'est ce qui s'est produit avant l'aube du 23 septembre, lorsque VI935 Centauri, une étoile faible du Centaure, a atteint une magnitude de 5,8, à la limite de la visibilité à l'œil nu dans les zones sombres. Un exploit rare, même pour les astronomes expérimentés. Gabriela Moya,
une astronome amateur de Valparaíso, au Chili, fut la première à confirmer l'explosion. Elle passa la nuit à manipuler des télescopes à distance, à la recherche de toute observation inhabituelle. Malgré les nuages et les pannes de courant, elle persista, portée à la fois par l'excitation et par le poids des responsabilités qui accompagnent le fait. Des rumeurs d'une nova circulèrent déjà sur les canaux Discord. Mais Moya attendit d'en être sûre. Lorsque son rapport parvint au bureau central d'astronomie Telegram, à 2h12 UTC, elle n'avait pratiquement pas dormi depuis 2. Son alerte déclencha une vague de confirmations automatiques dans tout l'hémisphère sud. Et bientôt, les nouvelles coordonnées se mirent à défiler sur les réseaux mondiaux. Le spectacle d'une nova réside dans la physique mise en jeu. L'hydrogène de l'étoile compagnon s'accumule à la surface de la naine blanche, comprimé par la gravité jusqu'à ce que la température dépasse 10 millions de degrés Celsius. La fusion s'amorce par une réaction en chaîne, projetant les couches externes dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. L'explosion crée une onde de choc qui traverse le gaz éjecté, le chauffant jusqu'à ce qu'il émette de la lumière visible, et plus encore, des rayons gamma et des rayons X. Avec V1935 Centauri, les détecteurs en orbite ont clairement capturé les signatures des rayons gamma et des rayons X durs au pic de luminosité optique. C'est la marque de fabrique des chocs puissants, preuve que l'explosion a accéléré les particules à une vitesse proche de celle de la lumière, formant peut-être ensuite des grains de poussière. Moins de 2 jours plus tard, une autre naine blanche du Sagittaire, V7N994 Sagittari, a suivi, atteignant une magnitude de 6,2, juste au-delà de la portée visuelle à l'œil nu. Cette découverte a suscité une controverse, plusieurs équipes de recherche s'attribuant la première détection, leurs rapports circulant sur les télescopes et les réseaux sociaux. Des satellites à haute énergie comme Fermi et Swift ont capturé l'événement presque instantanément, enregistrant un bref pic dans les spectres gamma et X durs. Des débats internes à la NASA et au sein de l'équipe Fermi ont retardé la publication des résultats, le temps de vérifier les données pour éviter les fausses alertes. Lorsque les détections ont finalement été annoncées, une multitude de prépublications ont émergé, analysant chacune la physique des chocs et l'accélération des particules à l'origine de l'éruption. Le point commun de ces nouvelles découvertes est la violence de leur signature de choc, visible à la fois dans les courbes de lumière et dans les émissions à haute énergie. Il ne s'agit pas de simples augmentations de luminosité, mais d'emballements thermonucléaires se produisant dans des systèmes binaires à des années-lumière de distance, et pourtant suffisamment brillants pour laisser leur marque dans notre ciel. Le premier tremblement de terre a eu lieu juste après le coucher du soleil, près de Ménégrande, magnitude 6,2 à une profondeur de 7,8 km, suffisamment peu profonde pour que la rupture atteigne la surface, secouant les maisons et faisant osciller les lignes électriques. L'hôpital local, déjà débordé, s'est empressé d'organiser le triage à l'extérieur, tandis que les répliques continuaient. L'infirmière Maricela Rivas, qui venait de terminer son service, a repris le travail, dirigeant les patients depuis des bâches colorées sur le parking. Sa voix, ferme dans les groupes WhatsApp de l'hôpital, signalait les blessés et les besoins urgents, tandis que des bénévoles improvisaient des points d'eau et éloignaient les cas les plus critiques des murs fissurés. 5 heures plus tard, la terre tremblait à nouveau. Cette fois, un séisme de magnitude 6,3, plus profond, 14 km, mais presque exactement sous la même région. La séquence suivait un schéma classique de transfert de contraintes, un segment de la faille glisse, puis emporte le suivant. Des sismologues de l'Université de Los Angeles, travaillant toute la nuit, ont cartographié la progression de la rupture le long de la faille d'Oka-Ancon. L'analyse a mis en évidence une décroissance typique des répliques, connue sous le nom de loi d'Omori. Les secousses les plus fortes surviennent en premier, suivies d'une série de secousses plus petites. En moins d'une heure, une réplique de magnitude 5,8 a de nouveau secoué la zone, forçant les patients et le personnel à évacuer une nouvelle fois le bâtiment. Les cuisiniers de l'hôpital, dépêchés comme observateurs de sécurité, ont surveillé les murs à la recherche de nouvelles fissures et ont indiqué quand il serait possible de revenir en toute sécurité. S'en est suivi une succession d'improvisations. Avec seulement 3 tables d'opération et une alimentation électrique, Rivas et son équipe ont donné la priorité aux enfants et aux traumatismes les plus graves. Tandis que les secousses persistaient, les patients étaient transférés à l'extérieur. Des lampes de poche éclairant les perfusions et surveillant les signes vitaux. Les radios locales diffusaient des informations sur l'hôpital, listant le matériel nécessaire et indiquant les itinéraires d'ambulances sécurisés. Durant ces heures, l'hôpital est devenu un centre névralgique, non seulement pour les soins médicaux, mais aussi pour l'information et la coordination communautaire.
Les sismologues, qui ont analysé l'ensemble des événements, ont souligné que, malgré leur chronologie inhabituelle, les tremblements de terre suivaient des schémas géologiques bien connus. La croûte terrestre de cette région du Venezuela est soumise à une tension constante, conséquence de la friction entre les plaques caraïbes et sud-américaines. Lorsqu'un segment se rompt, la tension est redistribuée, provoquant parfois des ruptures dans les zones voisines. Chaque réplique nous a rappelé que, durant une semaine où l'univers semblait réécrire les probabilités, la Terre sous nos pieds suivait encore ses propres règles. Le maximum solaire de cette année n'est pas qu'une expression technique, c'est une réalité quotidienne. Le nombre de taches solaires a grimpé à 165, et le flux radiosolaire se maintient au-dessus de 180. C'est le genre d'environnement dans lequel les éjections de masse coronale deviennent presque systématiques, le Soleil crachant d'épais nuages de plasma à intervalles de quelques jours. Mais ce qui change actuellement, c'est ce qui partage le système solaire interne avec ces tempêtes. La comète interstellaire 3I Atlas. Troisième objet interstellaire seulement jamais confirmé. 3I Atlas ne suit pas la trajectoire habituelle. Son orbite est fortement rétrograde, touchant presque le plan de l'écliptique, et il se déplace à plus de 60 km par seconde, soit une vitesse bien supérieure à celle des comètes classiques. Cette trajectoire le conduira à seulement 0,19 unités astronomiques de Mars le 3 octobre. Une rencontre rapprochée qui a mis les équipes de rovers martiens en alerte pour d'éventuelles possibilités d'imagerie et de spectroscopie. La plupart des comètes étudiées proviennent du nuage d'Oort ou de la ceinture de Kuiper. 3I Atlas, quant à elle, provient d'un autre système stellaire, apportant des matériaux et des composés volatiles antérieurs au Soleil lui-même. Et son apparition ne pourrait être plus opportune. Lors de son passage dans le système solaire au pic du cycle solaire 25, il est exposé aux vents solaires les plus intenses et les plus variables des 10 dernières années. Cela en fait une sonde de plasma naturel, un objet dont la chevelure et la queue peuvent révéler, en temps réel, la réaction de la matière interstellaire à une intense tempête solaire. Le docteur Stéphane Berns, géophysicien connu pour ses travaux sur les interactions Soleil-Terre, a qualifié ce passage d'expérience unique en son genre. Des impacts d'éjection coronale de masse, CME, sur des comètes du système solaire, nous n'avons jamais eu l'occasion d'observer un tel phénomène chez un visiteur interstellaire. Le survol rapproché de Mars ajoute un intérêt supplémentaire, alors que les planétologues s'empressent de coordonner leurs observations avec des sondes comme TGO et MAVEN. Chaque donnée obtenue aujourd'hui pourrait contribuer à déchiffrer l'origine de la comète et la physique des interactions plasma-rayonnement au plus fort de l'activité solaire. Ainsi, alors que 3I Atlas croise Mars en route vers le périhélie le 29 octobre, ce n'est pas seulement une curiosité. C'est une cible mouvante pour l'héliophysique et la planétologie. L'intense activité solaire, la trajectoire unique de la comète et le moment choisi pour cette rencontre transforment une tempête solaire banale en une opportunité scientifique peu susceptible de se reproduire de sitôt. Octobre s'annonce déjà comme un mois mémorable, offrant aux observateurs et aux scientifiques de nombreuses occasions de s'impliquer directement. La prochaine date importante est les 20 et 21 octobre, lorsque la comète Swan, désignée C 2025 R2, passera au plus près de la Terre, à seulement 0,26 unités astronomiques, soit environ 39 millions de kilomètres. La nouvelle Lune et le pic de la pluie d'étoiles filantes des Orionides, se produisant simultanément, les conditions sont idéales pour observer la faible queue de la comète. Pour une observation optimale, sortez après minuit, loin des lumières de la ville, et laissez à vos yeux au moins 30 minutes pour s'habituer à l'obscurité. Des jumelles de 7,50 ou 10,50 sont utiles, et une carte du ciel ou une application d'astronomie peut vous guider vers la position de Swan lorsqu'il traverse le ciel à l'aube. Le 29 octobre, l'Atlas 3I atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil lors de ce passage, à une distance d'environ 1,36 unités astronomiques. Bien qu'invisible à l'œil nu de jour, les observateurs expérimentés peuvent tenter de l'observer au crépuscule ou à l'aube, mais avec une extrême prudence. Jamais regarder vers le Soleil sans filtre solaire certifié ISO 12312-2. Et n'utilisez jamais de jumelles ou de télescope sans le filtre solidement fixé à la lentille frontale. Même un bref coup d'œil sans protection peut causer des lésions oculaires permanentes. Pour l'observation des comètes et des novae, la patience est essentielle. L'adaptation à l'obscurité est essentielle, et des lampes de poche rouges ou des écrans à faible luminosité contribuent à préserver la vision nocturne. La troisième date importante est le 19 décembre, lorsque 3I Atlas sera au plus près de la Terre, à environ 1,8 unités astronomiques.
Ce sera le moment le plus propice à l'astrophotographie amateur et aux observations visuelles, surtout si l'activité de la comète s'intensifie après le périhélie. Les plateformes scientifiques communautaires telles que l'AVSO, l'International Comet Trimestriel et la Comet Observation. Les bases de données demandent déjà des estimations de magnitude, des croquis de la queue et des photos accélérées. Si vous enregistrez un événement inhabituel, une soudaine augmentation de la luminosité, une torsion de la queue ou une possible déconnexion, notez l'heure, le lieu et l'équipement utilisé et comparez avec ceux d'autres observateurs avant de publier sur les canaux officiels. Une publication responsable permet de filtrer les découvertes réelles et de préserver l'utilité des données pour les chercheurs. Pour ceux qui organisent des séances d'observation en groupe, notamment avec des enfants, rappelez les règles de sécurité avant le crépuscule. Évitez l'observation directe du soleil, tenez tout le matériel à l'abri du soleil et insistez sur l'utilisation de filtres certifiés et de dispositifs de sécurité pour pointeurs laser. L'excitation suscitée par ces événements peut conduire à des raccourcis dangereux, mais un moment de prudence préserve à la fois votre vision et votre crédibilité scientifique. Alors que les mois d'octobre et de décembre s'annoncent, le ciel offre une invitation rare, exigeant un regard attentif, des méthodes rigoureuses et un équilibre entre émerveillement et sécurité. Entre le 23 et le 25 septembre 2025, en seulement 72 heures, 2 novas visibles à l'œil nu, 2 séismes de magnitude 6 au Venezuela et une éjection de masse coronale entrant en collision avec l'Atlas 3I se sont produits presque simultanément. La probabilité documentée que ce groupe d'événements se produise est inférieure à 0,1%. À mesure que de nouvelles données arriveront, issues du survol de Mars, du passage rapproché de Swan et du périhélie, les observations de la communauté et les analyses détaillées permettront de distinguer les coïncidences des liens. Le disque est allumé. Parfois, les motifs les plus rares de la nature se dévoilent sous nos yeux.